Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Coding Game et on s'attaque à The River 2. L'énoncé est le suivant. On nous donne un nombre R1 et ce nombre, il va falloir indiquer s'il peut faire partie d'une suite ou non. Alors, cette suite, sa méthode d'évolution nous est donnée dans l'énoncé. Donc j'ai déjà expliqué dans The River 1, mais par exemple, si on nous donne 123 pour une suite, pour trouver l'élément suivant, il faudra faire 123 plus 1 plus 2 plus 3. Donc, il faut trouver une suite qui intègre le nombre donné par Coding Game. Comme à l'accoutumée, je donne un exemple dans le terminal. Imaginons qu'on nous donne 23. J'ai préparé ma suite. 23, il est dans cette suite-là. On commence par 1. 1 et 1, ça fait 2. 2 et 2, ça fait 4. 4 et 4, ça fait 8. 8 et 8, ça fait 16. 16 plus 1 plus 6, ça donne 23. Ah, 23 est dans une suite. Donc, on va pouvoir faire un print yes. Et si le nombre qui nous est donné n'est pas dans une suite et ne peut pas être dans une suite, alors on fera un print de no majuscule. Pour commencer, la méthode river qui permet de créer l'évolution de la suite, on n'a pas besoin de la recoder, on l'a déjà vu dans The River 1. Donc, j'ai récupéré la méthode que l'on a vue de Bibou dans les codes de la communauté. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà à refaire. Cette méthode, on lui enverra les nombres qui nous permettront de faire évoluer une suite pour savoir si elle croise R1. Et celle-ci renverra donc le nombre même plus la somme des chiffres qui le composent. À présent, intéressons-nous au reste de l'algorithme pour répondre à l'énoncé. Je vais instancier une première variable que je vais appeler canBeAMeetingPoint. Cette variable, je l'instancie à no. Ça sera notre variable de résultat, celle qui contiendra si oui ou non R1 est dans une suite ou pas. Donc print canBeAMeetingPoint. Ce no, il changera si jamais on trouve une suite qui contient R1. Pour que canBeAMeetingPoint soit égal à yes, il suffit de trouver un et un seul exemple dans lequel R1 est présent dans une suite. Pour ça, on va procéder à des tests et je crée une boucle for dont le nombre i va aller de 1 à R1 exclu. Alors, je m'explique. Si on faisait débuter une suite par un nombre qui est supérieur à R1, je vois dans l'exemple ici qu'on va nous donner le chiffre 20, donc imaginons qu'on fasse débuter une suite par le chiffre 21. Cette suite, elle va croître, et donc va s'éloigner de 20 automatiquement, mais ne le croisera jamais. Donc l'idée, c'est tout simplement de procéder à des tests avec des nombres qui seront le début d'une suite, mais ces nombres-là de tests devront être inférieurs à R1. C'est pourquoi notre i va de 1 à R1. Pour tout vous dire, on ne va pas tester des suites réellement, on va tester des nombres. En effet, il suffit de trouver un et un seul nombre pour lequel ça marche. Autrement dit, si je trouve un nombre et que ce nombre, quand je l'additionne avec les chiffres qui le composent, je tombe sur R1, alors c'est gagné. Il n'y a pas besoin de tester des suites complètes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc R est égal à river de i. Autrement dit, i par exemple va être égal à 1. On le passe dans river de i, ça va être égal à 2, ça sera notre R. Et puis ensuite, R, on va le tester avec R1. Si ça ne fonctionne pas, on va passer à i égale 2, etc. jusqu'à espérer trouver un nombre ou non. Donc si R est égal à R1, ce que l'on va faire, c'est canBeAMeetingPoint sera égal à yes. En effet, ça veut dire qu'on a trouvé un nombre pour lequel ça marche. Et ici, je mets l'instruction break, c'est pour quitter la boucle. On n'aura plus besoin de tester d'autres nombres, donc on peut directement quitter la boucle. C'est gagné, l'exercice est terminé. Eh bien, le moment fatidique des tests est arrivé. Donc lançons tous les tests. Et ça a l'air de fonctionner. Tout passe au vert. Ça passe encore au vert. C'est parfait. On peut soumettre. On est en attente, suspense. Et c'est un 100%. L'exercice est résolu. Avant de poursuivre, j'aimerais émettre une petite réflexion. Ici, je fais aller i de 1 à R1. Mais imaginons qu'on ait des nombres comme 10 millions, 100 millions. 1 est très loin de ces nombres-là, il va falloir tester beaucoup de nombres avant de trouver un nombre qui les égalise. Donc, je me pose la question de savoir s'il ne serait pas plus pertinent de faire aller i de R1-1 à 1
plutôt que de 1 à R1. Alors je donne un exemple, mais prenons 10 millions 1. 10 millions 1, si on teste à partir de 1, ça va faire énormément de tests. Ça va en faire 10 millions. Par contre, si on part de R1-1, bah en fait, 10 millions, sa suite logique, c'est 10 millions 1. Ça fait 10 millions plus 1, 10 millions 1. Et donc, on aurait trouvé tout de suite le résultat. Donc, je me permets ici de changer ce bout de code en me disant que il semblerait que ce soit plus pertinent, plus optimal de l'écrire ainsi. Donc, on peut repasser les tests. Et j'ai même la sensation que les tests passent beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était un petit commentaire avant de passer au code de la communauté. Donc, regardons le code de Tarapita. Alors Tarapita, il a fait quelque chose de très concis, donc il récupère ici R1, R qui va de R1 à 1 de manière décroissante, A, donc c'est à peu près le commentaire que je faisais précédemment. Donc ensuite, il teste si R plus la somme des chiffres qui le composent est égale à R1. Si c'est le cas, il affiche yes, sinon il affiche no. C'est très concis. Alors, je vois dans les commentaires que ce ne serait pas très optimisé comme code, mais il n'y a pas plus d'indications quant à cela. Donc ça ne justifie pas ma réflexion quant au range qui va de R1 à 1. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il pense comme moi que c'est la solution la plus optimisée, mais en tout cas, il a pensé à ça lui aussi également. Volcomics a une toute autre manière de penser l'exercice. Alors, il récupère R. Ensuite, il fait une boucle avec I qui va jusqu'à R. Et il fait ce test, qui peut paraître un peu curieux premiers abords. Donc, il fait la somme des chiffres qui composent R-I et il teste si c'est égal à I. En fait, c'est très simple. Comme il fait R-I, I représente l'écart qu'il y a entre le nombre auquel on cherche le nombre suivant qui pourrait être égal à R, et la somme des chiffres qui composent ce nombre. Alors ça peut paraître un peu obscur, je donne un exemple. Imaginons que R égale 13. On commence par I égale 1. Donc 13 moins 1, ça fait 12. Et donc on peut calculer le chiffre suivant, donc ça fait 12 plus 1 plus 2, ça fait 15, c'est pas bon. On incrémente notre I. I est maintenant égal à 2. On fait 13 moins 2. On tombe sur 11. I, ici, en fait, c'est l'écart qu'il y a entre le nombre qu'on teste et R. Et là, si on fait la somme des chiffres qui composent 11 plus 11, donc 11 plus 1 plus 1, ça fait 13. On a trouvé le bon nombre. Donc en fait, l'égalité est bonne. C'est une manière un peu tarabiscotée de penser l'exercice, mais c'est valable et c'est très intelligent. Donc, ça fonctionne. On a ici les chiffres qui composent notre nombre qui sont égaux à I. 1 et 1, 2, et ici notre I est égal à 2. Donc c'est très malin, et c'est en ça d'ailleurs que je dis qu'il est très intéressant d'aller regarder le code des autres. C'est pas nécessairement regarder la manière de coder, c'est aussi voir la manière de penser. Voir d'autres manières de penser, c'est extrêmement enrichissant, et il faut savoir s'en inspirer, et il faut le faire. Donc je vous incite encore une fois à aller regarder le code des autres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 10e épisode sur Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la disliker. Enfin, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et la partager si celle-ci vous a vraiment plu. Dans le prochain épisode, on s'attaque à Détective Pikachu épisode 1. Et surtout d'ici là, soyez malins comme un renard.